accord de paix entre le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Il a été signé lors d'un sommet en Éthiopie. Le chef de la mission de l'ONU en Libye s'est prononcé sur la situation sécuritaire dans le pays. Sa déclaration dans cette édition. Puis libération de 6 otages par la guérilla colombienne de l'armée de libération nationale. Le président Duque maintient la pression. Nouvelle page de l'information sur Sika TV. Bienvenue à toutes et à tous. Le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar ont signé un accord de paix lors d'un sommet régional à Addis Abeba en Éthiopie. Il s'agit là d'une nouvelle tentative pour mettre définitivement un terme à la guerre civile dévastatrice qui ensanglante le Soudan du Sud depuis près de 5 années. Les détails dans cet élément. Signature d'un nouvel accord en vue d'instaurer la paix au Soudan du Sud. Les deux protagonistes du conflit, le président sud-soudanais Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar, se sont ainsi engagés à mettre fin aux violences qui secouent le Soudan du Sud depuis de nombreuses années. Un engagement pris au cours d'un sommet réunissant des délégués, plusieurs chefs d'État africains et le Premier ministre de l'Éthiopie, pays hôte des Assises. Les yeux du monde entier sont tournés vers nous alors que les dirigeants du Sud-Soudan s'engagent aujourd'hui à faire pression pour la réconciliation et une paix durable dans leur pays. Avec la signature de l'accord revitalisé, nous devons reconnaître publiquement qu'il n'est qu'un pas sur le chemin de la paix, mais un pas qui jette les bases de tout ce qui suit. L'accord signé mercredi à Addis Abeba est le fruit d'une intense pression diplomatique. Le Conseil de sécurité des Nations Unies avait ainsi imposé mi-juillet un embargo sur les armes au Soudan du Sud et des sanctions contre les deux responsables militaires pour pousser les dirigeants à retourner à la table des négociations. Les deux dirigeants sud-soudanais avaient déjà signé en juillet et début août une série d'accords prévoyant notamment un cessez-le-feu permanent et un partage du pouvoir après des semaines d'intenses négociations à Khartoum, au Soudan voisin. Ces accords prévoient entre autres le retour de Riek Machar à Djouba pour occuper un des 5 postes de vice-président prévus au sein d'un gouvernement d'unité nationale qui devrait être formé d'ici 3 mois et sera au pouvoir pour une durée de 3 ans. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a officiellement déposé ce mercredi sa candidature à la primaire de son parti, dont il est le seul candidat. Il entame ainsi le processus pour prendre part à la prochaine élection présidentielle prévue pour février prochain. Reportage. C'est accompagné de gouverneurs d'État, de ministres et de ses partisans que le président Muhammadu Buhari s'est rendu ce mercredi au siège de son parti, le Congrès des progressistes EPC, dans la capitale Abuja pour remettre son formulaire de candidature à la primaire. Selon l'un de ses porte-paroles, il est le seul homme politique de son parti à avoir retiré le formulaire pour la primaire prévue à la fin du mois et il est donc certain de participer à la présidentielle. J'assure à mes sympathisants ainsi qu'au reste des Nigérians que si je suis nommé et élu, je continuerai à les servir au mieux de mes capacités, a déclaré Buhari en annonçant sa candidature. Muhammadu Buhari avait été élu lors des élections de 2015 sur la promesse d'éradiquer l'insurrection djihadiste de Boko Haram et de mener une lutte féroce contre la corruption. Son premier mandat a été marqué par une grave maladie non révélée au grand public qui l'a contraint à passer plus de 6 mois à Londres pour se soigner. Le principal parti d'opposition, le Parti démocratique populaire PDP, a pour sa part prolongé la date de clôture des candidatures à la primaire et choisira son candidat le 6 octobre prochain. Parmi ceux qui ont déjà déclaré leur intention de concourir, l'ancien vice-président Atiku Abubakar et le leader du Sénat, Bukola Saraki, sont des adversaires farouches de Muhammadu Buhari.
En République démocratique du Congo, 6 responsables de l'opposition, dont 2 candidats à la présidentielle, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, ont appelé ensemble ce mercredi le régime du président Joseph Kabila à respecter la loi électorale, faute de quoi il pourrait entraîner le chaos dans le pays. Dans une déclaration commune, également co-signée devant la presse par Jean-Pierre Bemba, Moïse Katumbi, Adolphe Mouzito et Antipas Mboussa, les candidats à la présidentielle Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe ont appelé ensemble ce mercredi le régime du président Joseph Kabila à respecter la loi électorale. L'appel a été lancé de Bruxelles. À l'approche de l'élection présidentielle du 23 décembre, ses opposants réclament notamment le rejet de la machine à voter imposée par la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, en violation de la loi électorale, ainsi que le nettoyage du fichier électoral de tous les électeurs non identifiés par des empreintes digitales, soit environ 10 millions de personnes selon eux. Ils exigent aussi la participation effective des candidats exclus ou invalidés pour des raisons politiques, plaidant pour des élections inclusives et que la mission de l'ONU au Congo, MONUSCO, puisse être associée à l'organisation logistique du scrutin. Dans le test distribué à la presse, ils avertissent que 9 préalables au total sont posés et faute de les respecter, la CENI et le gouvernement seront tenus responsables du chaos et des conséquences auxquelles conduira l'organisation d'une parodie d'élection. Plusieurs dossiers de candidature à la présidentielle ont été rejetés, dont ceux de Jean-Pierre Bemba, l'ex-chef de guerre acquitté en juin par la Cour pénale internationale, et d'Adolphe Mouzito, ancien Premier ministre, issu du parti Lumubiste unifié, PALU. Sont recensés au total 21 dossiers de candidature à la présidentielle. La liste définitive sera rendue publique le 19 septembre, conformément au calendrier électoral publié par la CENI. Au Burundi, les membres du parti FNL, entendez Force nationale pour la libération, se réunissent. Ils veulent créer un nouveau parti politique, le Front national pour la liberté Amizero Yabarundi, espoir des Burundais. Pour ceux qui sont avec le sigle FNL comme Force nationale de libération, on ne peut pas dire que c'est la même chose que Front national pour la liberté. C'est tout à fait différent. Et puis, par ailleurs, je pense que on a intérêt à ce que le climat politique se détende. La loi burundaise, elle est là. Qu'on l'apprécie, qu'on ne l'apprécie pas. De toute façon, elle ne reconnaît pas les coalitions des indépendants. Et si nous voulons fonctionner normalement, nous devons nous ajuster. Et en nous ajustant, il faut créer des partis politiques. Le climat politique, c'est ce qu'il est. Mais nous plaidons à ce qu'il y ait des changements. Nous voulons que les Burundais comprennent que ce Burundi, c'est pour tous les Burundais, militants de partis politiques ou pas, et tout un chacun a quand même une pierre à apporter à l'édifice. Ghassan Salamé, le chef de la mission de l'ONU en Libye, Manul, a déclaré que malgré un revers minime dans le pays, le cessez-le-feu a été globalement respecté depuis le 4 septembre. C'était à l'occasion d'une conférence de presse qu'il a donnée ce mercredi à Tripoli. Reportage. Malgré un revers minime la nuit dernière, le cessez-le-feu a été globalement respecté. Des propos qui viennent confirmer les confirmations faisant état d'une brève reprise des combats au sud de la capitale libyenne dans la nuit de mardi à mercredi. Il faut dire que les violences se poursuivent à Tripoli après une semaine de combats sanglants entre groupes armés et une attaque de l'organisation État islamique. Après les combats qui ont fait au moins 63 morts fin août, début septembre et l'attaque du groupe État islamique contre le siège de la Compagnie nationale de pétrole lundi, des roquettes se sont abattues près du seul aéroport de la capitale encore en service sans faire de victimes. À la suite des récents combats, un cessez-le-feu a été conclu entre groupes armés le 4 septembre sous l'égide de la mission de l'ONU en Libye, Manul, mais il reste fragile. Ces incidents ont provoqué une nouvelle suspension des vols moins de 5 jours après la réouverture de l'aéroport déjà fermé fin août en raison des combats. Tous les vols ont été déroutés sur Misrata, à 200 km de la capitale. Depuis le 27 août dernier, les combats entre groupes rivaux dans le
le sud de cette cité de plus de 2 millions d'habitants ont fait au moins 63 morts et 159 personnes blessées. La guérilla colombienne de l'Armée de Libération Nationale, ULN, a libéré ce mercredi 6 de ses otages. Un geste apprécié par le président Ivan Duque, qui a toutefois maintenu son exigence que la rébellion relâche la totalité de ses prisonniers. Voici les images. 6 personnes retenues en otage par la guérilla colombienne de l'Armée de Libération Nationale ont recouvré leur liberté. Parmi les otages, 3 policiers, un soldat et 2 agents contractuels de l'État. Ils avaient été enlevés le 3 août par l'ULN, dernière guérilla de Colombie, alors qu'ils se déplaçaient en civil et sans armes, selon les autorités, sur une rivière du département pauvre du Chocó, dans le nord-ouest du pays. Ils ont été remis à une commission humanitaire composée du Comité international de la Croix-Rouge, de l'Église catholique et du Défenseur du peuple, organisme public chargé de la protection des droits humains. La libération a eu lieu au milieu d'un important déploiement militaire. La libération des 6 otages a été saluée, mais reste insuffisante pour le président colombien qui reste ferme. Ivan Duque a maintenu son exigence que la rébellion relâche la totalité de ses prisonniers. Selon la dernière estimation des autorités, il serait au moins 9. Un accord de paix avec l'ULN permettrait de mettre fin à la guerre qui déchire la Colombie depuis plus d'un demi-siècle. Lancé officiellement en février 2017 à Quito, en Équateur, les pourparlers de paix avec l'ULN, délocalisés ensuite à Cuba, avaient été suspendus sous le précédent gouvernement du président centriste Juan Manuel Santos. Lors de sa prise de fonction le 7 août, le président de droite Ivan Duque s'était donné un mois pour décider de la suite de sa négociation. Au terme de ce mois, il avait exigé samedi que la guérilla libère tous ses otages et cesse toute activité criminelle. Puis au Brésil, le candidat de centre-gauche à la présidentielle, Ciro Gomes, fait campagne dans le centre de Rio de Janeiro. À cette occasion, il a déclaré qu'une victoire du candidat d'extrême droite, Jair Bolsonaro, en tête dans les sondages serait une tragédie pour le pays. Au reportage. En nette progression dans les sondages pour la présidentielle brésilienne, Ciro Gomes, candidat de centre-gauche, a fait campagne dans le centre de Rio de Janeiro ce mercredi. À cette occasion, il a affirmé que l'élection de Jair Bolsonaro, représentant de l'extrême droite en tête des intentions de vote, serait une tragédie. La révolte est un sentiment important pour orienter le changement. Mais la révolte sans cause particulière, c'est comme de la haine. Et elle n'est pas bonne conseillère. Il ne faut jamais prendre de décision à chaud. Ce serait une tragédie pour notre famille brésilienne d'élire une personne sans vision, totalement hostile aux populations noires, à nos indigènes, aux femmes brésiliennes, à la population lesbienne, transgenre et LGBTI. Après s'être attaqué à celui qu'il a le plus de chances d'affronter au second tour, Ciro Gomes a également continué son opération séduction à gauche vers l'électorat orphelin de l'ex-président Luis Inácio Lula da Silva, dont il a été ministre par le passé. Voilà, ce sera tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.